J'ai une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Bien qu'il ait l'allure de s'endormir un peu, après nous avoir tant écoutés peut-être, la bonne nouvelle c'est que Descartes, qui est là, ne considérera plus l'animal comme une machine après avoir entendu tout ce qu'on a dit ce matin. En tout cas, je l'imagine. Donc, ça n'aura pas été inutile. Merci Louis pour ce colloque admirable. Plus sérieusement, je voudrais remercier la Fondation Droit Animal d'avoir choisi cet oiseau comme symbole de la réflexion d'aujourd'hui. Le chardonneret a perdu 30% de ses populations en moins de 15 ans. C'est aujourd'hui l'un des oiseaux sur le bassin méditerranéen qui est le plus agressé pour une chose simple. On parlait de culture tout à l'heure. Il a le malheur de bien chanter. Alors on fait des concours d'oiseaux et on capture ces oiseaux encore aujourd'hui à la glu en France et sur le pourtour méditerranéen, singulièrement en Algérie, où les paris qui sont faits sur les champs de chardonneret peuvent conduire à des engagements de 10 000 €. Vous voyez donc l'importance de capturer un oiseau qui peut se vendre, si c'est un bon chanteur, jusqu'à 1 000 €. D'une façon plus générale, Louis Schweitzer m'a demandé de revisiter un peu, probablement c'est dû à mon grand âge, merci Louis, de revisiter un peu la manière dont les associations de protection de la nature et animale ont conjugué leurs efforts face à une société et comment cette dernière évoluait-elle. La première remarque, c'est que dans ce colloque vraiment remarquable, la première remarque, c'est quand même, il y a deux approches différentes. Il y a le déclin du vivant dont on a beaucoup parlé ce matin et il y a la maltraitance de l'animal dont il convient également de parler, même pour l'animal sauvage. Alors on a indiqué que l'une des choses essentielles, ça avait été de ne pas reconnaître la sensibilité de l'animal sauvage, alors qu'on l'a reconnu pour l'animal domestique. Oui, c'est vrai. D'une façon plus générale également, puisqu'on a parlé du déclin, on a évoqué la 6e extinction avec Gilles Boeuf. En fait, de façon contemporaine, on en est à la 2e très grave alerte. Rappelez-vous les années 70 ou revisitez les années 70, on est au lendemain des 30 Glorieuses. On se félicite encore du remembrement des pesticides qui vont permettre une production supérieure, de l'élevage en batterie qui va nous donner davantage de viande. On se félicite de tout ça dans les années 70. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, le premier déclin. Dans les années 70, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Il n'y avait plus de vautours fauves dans les Cévennes. Le castor disparaissait. Eh bien, aujourd'hui, il y a plus de 3000 cigognes blanches dans notre pays. J'en parlais avec Michel Terrasse hier. C'est lui qui a participé à la réintroduction, Dieu sait, des vautours dans les Cévennes, et il me disait qu'il y avait plus de 500 couples, plus les gypaètes barbus, les vautours moines, etc. On a gagné le pari de la réhabilitation des espèces emblématiques. Et pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu des élus courageux. La loi de 76, la création du ministère de l'Environnement, qu'on appelait assez joliment à l'époque le ministère de la qualité de la vie. Je crois que c'est un mot qu'il ne faudrait pas perdre de vue parce que ça nous ramène à l'intérêt de l'homme de se préoccuper du reste du vivant. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu ce matin encore, on a évoqué les grands principes qui nous conduisent à nous inquiéter sur la disparition. L'agriculture intensive avec son cortège chimique, l'artificialisation, les espèces invasives, le dérèglement climatique. Voyez-vous, au-delà de cette prise de conscience essentielle, j'ai la conviction qu'il faut désormais revenir au plus près de la bête et de la plante.
Il faut renouer, comme on l'a fait dans les années 70, avec la volonté de protéger espèce après espèce. Ne rien lâcher, être en proximité. Les grands principes ne suffisent pas. Oui, ils sont essentiels, ils sont prioritaires. Mais si à côté de ça, un exemple, la pie-grièche à poitrine rose, qui la connaît dans cette salle? On est assez peu... Ah ben, je vois qu'il y en a qui lèvent le doigt. C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait des experts. Mais ben voilà, elle arrêtait de nidifier. En France, on considère que l'espèce n'est plus française. Elle n'est pas loin en Espagne, mais elle n'est plus là. Et donc, on avait encore la possibilité de se battre pour être au plus près des espèces. Autre chose, j'ai évoqué la particularité d'appréhender la nature à travers le déclin des espèces et la protection des animaux. Toute ma vie, j'ai tenté de conjuguer ces deux singularités. Et voyez-vous, j'étais sur la banquise à l'époque des bébés phoques avec Brigitte Bardot. Et puis par ailleurs, j'étais auprès de la LPO. Eh bien, il y avait deux cultures un peu différentes qui ont renoué par bonheur aujourd'hui. Il y avait les amis des animaux, ceux qui protégeaient les bébés phoques, puis les amis de la nature, ceux qui s'intéressaient aux espèces en déclin, aux 10 000 variétés d'oiseaux. On a raté un rendez-vous formidable de conjuguer ces deux sensibilités. Aujourd'hui, par bonheur, elles se rejoignent. Et je note du reste que la Commission européenne, dans ses derniers jugements, a intégré pour la GLU la maltraitance animale pour la faune sauvage. C'est une première. L'Europe nous tire vers le haut. Il est encore présent, monsieur le représentant. Je vous propose d'applaudir l'Europe. Voilà, parce que franchement... Alors évidemment, l'Europe a des lacunes. Elle ne sait pas pourquoi la France se comporte mal. Ben, il y a des lobbying, monsieur. Voilà, tout simplement. C'est inacceptable ce qu'on est en train de vivre. Et je dois dire que c'est dans mon propos, en fait, de l'engagement de la vie associative au cours de ces dernières années, on a constaté un professionnalisme. On a eu des scientifiques dans nos équipes, on a eu des juristes, on a eu des gens de qualité. On sait de quoi on parle. Et après avoir tapé à toutes les portes, après avoir tenté d'expliquer, de raconter, après avoir sollicité pour le respect de l'élémentaire, on a été obligé de se tourner vers l'Europe. Et voyez-vous, monsieur, c'est grâce à vous, aujourd'hui, qu'on élève le débat en France. Je le regrette, on est le pays des droits de l'homme, on n'est pas celui des droits de la nature ni de l'animal. Je le regrette, on pourrait l'être, on a les moyens de l'être. Et on voit dans le comportement des autres pays, notamment sur le traitement des animaux d'élevage, etc., mais je sors un peu du cadre, je vois tous les efforts qui sont faits de façon admirable dans le reste de l'Europe, et on pourrait tout simplement s'aligner sur ce qui se fait de bien sans mettre l'économie française à genoux. Et donc, après avoir tapé à toutes les portes, après avoir été au Conseil d'État, on va jusqu'à la Cour européenne de justice pour rappeler le droit. On est en attente, ça a été évoqué à l'instant, des chasses traditionnelles. Quelle honte d'oser remettre les chasses traditionnelles sur le tapis lorsqu'on sait la maltraitance des oiseaux en question, et puis la manière dont ça impacte la faune sauvage. Quelle honte! Et on est obligé d'aller devant les tribunaux. Mais je vais vous dire une chose qui est finalement du vécu. J'ai été au Conseil d'État plusieurs fois. J'avais en face de moi le représentant des chasseurs. C'est normal. Mais j'avais aussi le représentant du ministère de la Transition écologique. Et je le dis avec déchirement, tant j'aime les gens du ministère, tant je me réjouis qu'il existe. Mais ce monsieur faisait du zèle pour qu'on tue davantage au nom du ministère de la Vie. C'est inacceptable. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est ce à quoi on assiste parce qu'il arrive un moment où les élus, je suis désolé de le dire, n'ont pas le courage de dire « ça suffit, on va se comporter éthiquement ». C'est l'élémentaire qu'on puisse faire.
Que vous dire encore? Je m'emporte un peu. Que vous dire encore? On a parlé de l'avenir. Oui, l'avenir est dans la jeunesse, incontestablement. J'ai un peu honte de ne pas être encore ou végétarien ou végane, mais je discute vraiment beaucoup avec cette communauté et je la trouve admirable parce qu'elle ne fait pas un prosélytisme déplacé. Elle se donne quasiment en valeur d'exemple. Moi, on ne m'engueule pas parce qu'il m'arrive encore de manger de la viande. Et ça, je trouve ça très bien. Et je pense que les élus dont on vient de voir l'exécutif ne voient pas la société bouger. On parlait d'optimisme ou non. Eh bien, qui sont ces gens qui aujourd'hui veulent avoir un rapport différent avec l'animal? Ce sont des jeunes, entre 18 et 35 ans, les véganes. Vous vous rendez compte que quand vous prenez le TGV, vous voyez un menu vegan quand il n'y a pas de grève. C'est pas pour faire plaisir à quelques passagers. C'est parce qu'il y a un mouvement social formidable. Et les véganes ne sont pas les enfants de la SPA. Ce sont des jeunes qui sont interrogés dans leur rapport au vivant. Il faut que l'exécutif entende ce mouvement. Et peut-être on évitera d'avoir des conflits plus graves. Voilà, bon, je pourrais vous parler longtemps encore. En tout cas, je remercie vraiment sincèrement la Fondation Droit Animal. J'étais plus jeune, mais j'avais porté le texte des droits de l'animal à l'UNESCO, quand à l'époque on avait travaillé dessus. Et donc je trouve ça extrêmement émouvant de voir que malgré tout, il y a une progression formidable, admirable. Et puis on va laisser dormir Descartes. Et en revanche, je vais vous parler d'Einstein qui disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Eh bien, aujourd'hui, on regarde et on n'a pas l'intention de laisser faire, c'est une bonne chose. Je vous remercie. À propos, ma femme me disait... Non, c'est parce que j'ai oublié un truc. Monsieur, au nom de la Commission européenne, à qui je rends une nouvelle fois hommage, ne baissez pas les bras. Quand vous dites aujourd'hui, on ne va plus avoir d'objectif de stopper le déclin parce qu'on sait que ça ne marche pas. Non, il faut le maintenir. J'étais à Nagoya, j'ai pleuré de voir qu'on n'était pas au rendez-vous de nos engagements. J'étais à Hyderabad, j'ai fait le même constat. Pour autant, si jamais on ne prend pas comme objectif de stopper le déclin de la biodiversité, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.